La mission s'effondrait. 26 Navy SEAL étaient coincés dans la vallée de Kunar, à l'est de l'Afghanistan, entourés par plus de 230 insurgés qui se rapprochaient de chaque crête. Les radios étaient brouillés, aucun soutien aérien, aucune fenêtre d'extraction. Pourtant, au milieu du chaos, une voix rompit calmement le silence. J'ai un visuel. Elle appartenait au lieutenant Arya Sullivan, la tireuse d'élite de reconnaissance au tempérament discret que tout le monde considérait comme trop calme pour survivre au combat. Personne ne savait qu'elle avait escaladé la voie impossible sur la falaise au-dessus d'eux. Personne ne savait qu'elle avait l'angle parfait. Mais les 47 minutes suivantes allaient la transformer en légende. Le vent hurlait à travers le défilé étroit comme un animal blessé, portant avec lui l'odeur âcre de la cordite et du métal brûlant. 26 Navy SEAL étaient plaqués dans une dépression rocheuse à peine large de 60 mètres. Leur formation tactique avait été brisée par des tirs concentrés provenant de 3 directions. Le commandant Jake Harrison se pressait contre la pierre déchiquetée. Son gilet tactique était déchiré par un tir de RPG manqué de peu. Du sang coulait le long de sa tempe d'une entaille causée par un éclat. Autour de lui, son équipe combattait avec la précision d'hommes qui savaient qu'ils vivaient sur du temps emprunté. « Tongos en approche depuis la crête est », cria le lieutenant Marcus Chen par-dessus le vacarme. Le canon de son fusil déjà rougeoyant de tirs soutenus, 230 avançait par paire du flanc ouest. Le pire, le maître principal Devin Richards ajouta d'une voix tendue. Ils ont notre portée bien réglée. À chaque mouvement, ils ajustent. Harrison vérifia son affichage tactique, la superposition GPS montrant exactement ce qu'il ne voulait pas voir. Les marqueurs hostiles rouges formaient un nœud coulant qui se resserrait autour de leur position. 230 insurgés, peut-être plus. Ils étaient tombés droit dans une zone de tuerie si parfaitement conçue qu'elle aurait pu être tirée d'un manuel de guerre tactique. L'embuscade avait été magistrale. Ce qui avait commencé comme une mission simple d'acquisition de cibles dans le village de Hadara s'était transformé en cauchemar. Les renseignements suggéraient qu'une cible de haute valeur se déplaçait à travers la vallée. Operation Standard, Insertion Discrete, établissement d'observation, appel au soutien si nécessaire. Au lieu de cela, l'ennemi les attendait. Ils avaient laissé l'équipe SEAL pénétrer profondément dans la vallée avant de déclencher le piège. Des tirs de mortier les avaient poussés dans ce défilé et une fois à l'intérieur, l'ennemi avait activé des brouilleurs de signaux qui avaient transformé leur équipement de communication avancé en poids mort. Radio toujours morte. Rapporta le maître principal Nathan Brooks, travaillant frénétiquement sur l'équipement de communication, rien que de la statique sur toutes les fréquences. Ils ont des brouilleurs militaires positionnés quelque part au-dessus de nous. Un autre RPG fila au-dessus de leur tête, impactant la paroi de la falaise à 50 mètres derrière eux. Des roches détachées dégringolèrent, et quelqu'un cria quand une pierre de la taille d'un poing frappa son épaule. Harrison fit le calcul qu'il avait évité. Taux de consommation de munitions contre réserve restante. Taux de perte contre efficacité au combat. Tant jusqu'à ce que l'ennemi complète l'encerclement contre scénario d'extraction réaliste, chaque calcul aboutissait à la même conclusion. Le sergent-chef Tyler Morrison dit calmement. Apparaissant à l'épaule de Harrison, le visage de l'adjudant-chef était sombre. Les hommes savent. Harrison hocha lentement la tête. Morrison avait raison. C'était un des SEAL, parmi les guerriers les plus élites de la planète. Il pouvait lire une situation tactique aussi clairement que lui. Il savait qu'il ne sortirait pas vivant de ce défilé. 30 minutes, dit Harrison, sa voix à peine audible par-dessus les tirs. Peut-être moins. Une fois qu'ils complètent l'encerclement, ils déverseront des tirs de tous les côtés simultanément. Nous ne pourrons pas riposter efficacement. Le maître de 2e classe, Ryan Foster, s'affaissa contre la paroi rocheuse à proximité, appliquant une pression sur une blessure à la jambe qui saignait à travers son pantalon tactique. Son visage avait pâli, ses lèvres pincées contre la douleur. La spécialiste médicale Angela Torres travaillait sur lui avec des mains fermes malgré le chaos. Mais ses yeux croisèrent brièvement ceux de Harrison. Le regard en disait long. Foster avait besoin d'une évacuation médicale. Il en avait besoin 1 heure plus tôt. La blessure n'était pas immédiatement fatale, mais sans traitement approprié, il entrerait bientôt en choc. Et il n'était pas le seul. 3 autres SEAL portaient des blessures, allant de graves à critiques, des hommes combattant avec de multiples blessures, à court de munitions, piégés dans une zone de tuerie. Harrison regarda les visages de son équipe, des hommes avec qui il s'était entraîné, des hommes qu'il avait menés à travers une 12aine d'opérations réussies, des hommes qui méritaient mieux que de mourir dans ce défilé maudit, parce que leur commandant les avait conduits dans un piège parfaitement tendu. « Monsieur »,
Appella Chen. Ils avancent par le ravin sud. On dirait un élément de flanc. Peut-être 20 combattants. Harrison leva son fusil et commença à acquérir des cibles autour de lui. Les SEAL ajustèrent leur position défensive avec l'efficacité fluide de d'innombrables heures d'entraînement. Ils feraient payer à l'ennemi chaque mètre de terrain. Ils combattraient jusqu'à ce que le dernier chargeur soit vide. Mais ils savaient tous comment cela finirait. Le vent changea, portant de la fumée dans le défilé, piquant les yeux et grattant les gorges. Au loin, à peine audible par-dessus les tirs, Harrison entendit le bruit distinct de plus de tirs de mortier lancés. C'était comme ça que ça finissait. À 800 mètres de là et 400 mètres au-dessus de la zone de tuerie, le lieutenant Arya Sullivan se déplaçait dans l'obscurité comme de la fumée à travers les arbres. Elle avait grandi à Sitka, en Alaska, où l'hiver durait 8 mois et où le silence était une compétence de survie. Son grand-père, William Sullivan, avait été un guide de nature sauvage qui lui avait appris que la forêt ne révélait ses secrets qu'à ceux assez patients pour écouter. Ne les laisse pas entendre tes pas. Petite, lui avait-il dit lors d'innombrables chasses à travers les forêts d'épicéas chargées de neige. Le meilleur chasseur est celui dont la proie ignore l'existence. Ces leçons l'avaient emporté à travers 10 ans dans l'armée, à travers l'école des Rangers, à travers une formation spécialisée de tireurs d'élite, à travers déploiement après déploiement, mais elles n'avaient jamais tout à fait suffi à lui gagner le respect des hommes avec qui elle servait. Trop petite, trop calme, trop oubliable. À 1,68 m et 58 kg, Arya ne correspondait pas au profil physique que la plupart des gens associaient aux tireurs d'élite militaire. Elle n'avait pas la confiance bruyante, la fanfaronnade, la présence qui semblait venir naturellement à tant d'opérateurs. Dans les salles de briefing, les officiers regardaient au-delà d'elle. Lors des exercices d'entraînement, elle était souvent la dernière choisie pour les équipes. Le surnom avait commencé lors de son premier déploiement. Ghost Girl, dite avec un sourire narquois par le lieutenant Sam Patterson, qui se croyait malin. Tu es si calme. Sullivan, que j'oublie que tu es là. Le nom était resté. Ce qui était censé être une moquerie devint son identité. La femme que personne ne se rappelait. La tireuse d'élite en qui personne ne faisait confiance pour les tirs critiques. Elle avait été assignée à la reconnaissance et à l'observation. Un travail important, mais pas le rôle principal de tireur d'élite pour lequel elle s'était entraînée. Pendant que des tireurs d'élite masculins, avec la moitié de ses scores de qualification, étaient placés en priorité, Arya observait de loin à travers des lunettes de repérage, appelant des corrections pour que d'autres les exécutent. Mais ce que ses détracteurs ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'observer, c'est qu'Arya Sullivan possédait une combinaison rare de compétences qui la rendait particulièrement dangereuse. Elle pouvait tirer, non seulement de manière compétente, mais avec une consistance presque surnaturelle. Sur le champ de tir, elle surpassait régulièrement des opérateurs avec 2 fois son expérience. 16 tirs à froid, ce premier coup critique tiré d'un canon propre, était un légendaire parmi les rares instructeurs qui y prêtaient attention. Elle pouvait escalader. Ses années en Alaska, suivant son grand-père sur des cascades gelées et des parois de falaises recouvertes de glace, lui avait donné des compétences en alpinisme qui surpassait la plupart des opérateurs tactiques. Elle comprenait la roche, comprenait la glace, comprenait comment trouver une prise là où d'autres ne voyaient que l'impossible, et elle pouvait lire le terrain d'un seul regard sur une carte topographique. Arya pouvait visualiser le paysage en 3 dimensions, identifier des positions de tir et des routes d'approche que d'autres manquaient entièrement. Ses compétences l'avaient gardée en vie à travers 4 déploiements. Elles avaient fait d'elle un atout de reconnaissance exceptionnel, mais elles n'avaient jamais tout à fait suffi à surmonter le rejet décontracté qu'elle subissait de ses pairs. Jusqu'à cette nuit, ses compétences seraient la différence entre 26 cercueils drapés de drapeaux et 26 guerriers rentrant chez eux vivants. Le briefing de la mission avait semblé simple, 3 jours plus tôt à la base opérationnelle avancée. Chapman, nous avons des renseignements solides sur Khaled Marwan, avait expliqué le major Bradley Thompson en pointant des images satellites du village de Hadara. Il se déplace à travers la province de Kunar, probablement vers la frontière pakistanaise. C'est notre fenêtre. Marwan était une cible de haute valeur, un coordinateur logistique responsable du déplacement d'armes et de combattants à travers la frontière Afghanistan-Pakistan. L'éliminer perturberait les opérations insurgées pendant des mois. Le plan, insertion d'un peloton SEAL, établissement de positions d'observation surplombant les routes de transit probables, confirmation de la présence de Marwan, puis capture ou élimination selon les circonstances tactiques.
du travail standard de contre-insurrection. Le genre d'opération que ces équipes avaient exécuté des centaines de fois, Arya avait été assignée à l'élément de reconnaissance, positionné à 300 mètres derrière la force principale, avec des ordres de fournir une surveillance et de rapporter les mouvements ennemis. L'insertion s'était déroulée sans accroc. 2 hélicoptères Chinook les avait déposés à 12 km de la zone cible, sous le couvert de l'obscurité. Ils s'étaient déplacés à travers un terrain accidenté pendant 6 heures, atteignant leur position initiale juste avant l'aube. Le village de Hadara semblait calme. Trop calme, avait pensé Arya en étudiant le compound à travers sa lunette de repérage. Elle voyait des activités villageoises normales, des femmes portant de l'eau, des enfants jouant dans les rues poussiéreuses, des hommes rassemblés devant la mosquée, mais quelque chose clochait. Commandement. Recon 2, avait-elle radioé? Les schémas du village semblent orchestrés. Recommande surveillance renforcée avant avance. Recon 2, commandement? Vint la réponse dédaigneuse du capitaine Vincent Howard, le coordinateur tactique de la mission. Votre évaluation est notée. Maintenez la position actuelle. Commandment out. Traduction. Reste à ta place. Sullivan. L'élément SEAL avança dans la vallée. Se déplaçant avec précision tactique à travers le terrain jonché de boulders, Arya suivit leur progression, son malaise grandissant à chaque minute qui passait. Puis elle le vit. Un éclat de soleil réfléchi depuis une position de crête qui aurait dû être vide, puis un autre depuis un angle différent, et un autre, commandement. Recon 2. J'ai de multiples positions hostiles possibles sur le haut terrain. Recommande arrêt immédiat et réévaluation. Recon 2. Commandment. Nous n'avons pas d'hostiles confirmés. Ne surchargez pas le réseau de commandement avec des spéculations. Commandment out. Arya ravala sa frustration. À travers sa lunette, elle observa l'élément SEAL continuer plus profondément dans la vallée. Suivant un ravin naturel entre 2 crêtes rocheuses, le terrain les canalisait inexorablement vers un défilé étroit. Et puis le monde explosa. Les premiers obus de mortier impactèrent avec une précision dévastatrice, encadrant la formation SEAL. Des tirs de mitrailleuses éclatèrent de 3 positions simultanément, parfaitement coordonnées, parfaitement visées. Les SEAL prirent immédiatement des positions défensives, ripostantes, mais ils étaient pris dans une zone de tuerie experte. Plus de tirs de mortier les forçant à reculer, les poussant plus profondément dans le défilé. Arya vit le génie tactique de la chose. Même si l'horreur lui serrait la poitrine, l'ennemi n'essayait pas de les tuer immédiatement. Il les blessait, les forçant dans un espace toujours plus étroit où le poids des nombres submergerait même les opérateurs les plus compétents, toutes les unités. Commandement. Nous sommes en contact. Tir lourd de multiples positions. La voix de Harrison vint à travers la radio, tendue par une urgence contrôlée, demandant immédiat. La transmission s'interrompit en milieu de phrase. La radio d'Arya se remplit de statique puis devint complètement morte. Brouilleur de signaux. L'ennemi avait activé un équipement de guerre électronique de grade militaire, coupant toutes les communications. Elle était seule. L'élément SEAL était piégé et mourant. Et personne ne pouvait entendre ses appels à l'aide. Les mains d'Arya tremblèrent alors qu'elle abaissait son fusil. À travers la lunette, elle pouvait voir des éclairs de bouche depuis le défilé, tandis que les SEAL combattaient désespérément. Elle pouvait voir des combattants ennemis se déplacer vers des positions sur les crêtes environnantes, resserrant le nœud coulant. Elle sortit sa carte tactique, l'étalant sur les roches devant elle. Son doigt traça les lignes de contour. Suivant les caractéristiques du terrain, le défilé était un piège mortel, des parois abruptes sur 3 côtés, une seule sortie, et l'ennemi contrôlait chaque approche. Mais là, son doigt s'arrêta sur une fine ligne de falaise désignée comme formation de falaise 17B, impossibly abrupt, classée comme non traversable dans l'analyse militaire du terrain, sauf qu'Arya avait escaladé pire en Alaska. Ses yeux tracèrent la route vers le haut. Si elle pouvait atteindre le sommet de 17B, elle aurait des lignes de vue claires sur toute la zone de tuerie. Elle serait au-dessus des positions ennemies, avec des angles dégagés sur leur position de combat. C'était une escalade suicidaire. La pente dépassait 60 degrés en plusieurs sections. La paroi rocheuse serait du schiste et du grès friable. Traître même en plein jour avec un équipement approprié, dans l'obscurité avec seulement l'équipement sur son dos, les chances de réussir l'escalade étaient peut-être d'1 sur 5. Mais les chances que ces 26 SEALs survivent sans intervention étaient nulles. Arya dépouilla méthodiquement son sac aux essentiels. Munitions. Elle compta 14 cartouches de rechange pour son fusil M110, équipement d'escalade minimal.
Tout le reste fut laissé derrière. Elle vérifia son fusil une dernière fois, puis commença l'escalade qui aurait dû la tuer. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire. « Si tu vas prendre le tir, fais-le compter, fais-le signifier quelque chose. » La paroi rocheuse se dressait devant elle comme un mur d'ombre, presque vertical par endroits, friable et traître partout. Arya testa la première prise, la sentit bouger sous son poids, et passa à une autre. Le vent s'était levé alors que l'obscurité s'approfondissait, soufflant des pics à des vitesses qui menaçaient de l'arracher de la falaise. Chaque rafale apportait du sable et du gravier qui piquaient la peau exposée et faisait larmoyer ses yeux derrière ses lunettes protectrices. Elle escalada méthodiquement, utilisant des techniques apprises dans la chaîne de Chugach en Alaska, poids sur les jambes. 3 points de contact toujours. Tester chaque prise avant de s'engager. Lire la roche au toucher autant qu'à la vue, à 30 mètres de hauteur. Sa main se referma sur ce qui semblait être de la pierre solide. Cela s'effrita instantanément. En voyant une averse de schiste friable dégringoler la paroi, le corps d'Arya bascula vers l'extérieur, suspendu par une seule prise, tandis que ses pieds cherchaient frénétiquement une appui. Pendant 3 secondes terrifiantes, elle pensa qu'elle tombait. Son pied droit trouva une minuscule corniche. Elle appuya, la testante, puis transféra son poids. Celatente, ses doigts trouvèrent une fissure dans la paroi et s'y coincèrent, respirant fort. Elle se stabilisa et continua vers le haut. La situation tactique se détériorait à chaque minute qu'elle passait à escalader. À travers des brèches dans la falaise, elle pouvait voir des éclairs de bouche depuis le défilé en dessous, des étincelles oranges dans l'obscurité. Le volume de feu lui indiquait que les cils combattaient encore. Mais pour combien de temps? À 60 mètres de hauteur, la paroi devint presque lisse, offrant presque aucune prise. Arya traversa vers la gauche, se déplaçant le long d'une corniche étroite à peine plus large que sa botte. Ses doigts tracèrent le long de la roche, cherchant toute irrégularité qui pourrait supporter son poids. La corniche se terminait à une fissure verticale remontant la paroi comme un éclair. Elle était à peine assez large pour y insérer ses doigts. Mais c'était la seule route vers le haut. Arya coinça ses mains dans la fissure, plaça ses pieds contre la paroi de chaque côté et commença à grimper en cheminée vers le haut. Ses épaules hurlaient d'effort. La fissure était rugueuse et tranchante, déchirant ses gants, menaçant de la serrer la peau en dessous. Mais elle grimpa mètre par mètre, agonisant jusqu'à ce que la fissure s'élargisse enfin en une cheminée escaladable. À 90 mètres de hauteur, elle trouva une grotte naturelle à peine assez profonde pour offrir un abri, mais suffisante pour reprendre son souffle. Elle se pressa dans l'obscurité, les poumons haletants, les bras tremblants d'épuisement. En dessous, les tirs continuaient. Le temps pressait. La section finale faillit la tuer. La roche passa du grès au schiste friable. Chaque prise potentiellement fatale. Arya se déplaça avec une extrême prudence, testant chaque prise plusieurs fois avant de s'engager. Mais la prudence ne pouvait faire tant quand la roche elle-même était fondamentalement instable. Elle était à 120 mètres de hauteur, peut-être 15 mètres du sommet de la crête. Quand toute la section de falaise sous ses pieds céda, la sensation de chute fut étrangement paisible pendant la première fraction de seconde. Un moment d'apesanteur, de libération de l'effort agonisant de l'escalade. Puis l'instinct de survie s'activa avec une intensité électrique. Sa main droite jaillit, les doigts griffant pour quoi que ce soit de solide. Ils s'accrochèrent à une petite protubérance, peut-être de la taille d'une poignée de porte, à peine suffisante pour arrêter sa chute. Ses articulations d'épaule hurlèrent alors que tout son poids corporel se chargea soudain sur ce point unique. Ses jambes balançaient librement en dessous. Donnant des coups désespérés pour une appui, la roche sous sa main commença à craquer. Elle pouvait l'entendre, un son comme du verre se brisant au ralenti. Dans quelques secondes, elle céderait entièrement. Arya balança sa main gauche vers le haut, cherchant désespérément. Ses doigts trouvèrent une autre prise. Elle tira, enlevant du poids de la prise droite défaillante. Son pied droit trouva une minuscule corniche. Elle poussa vers le haut. La roche sous sa main droite se brisa complètement. Mais à ce moment-là, elle avait déjà transféré son poids. Elle montait, trouvant de nouvelles prises, mue par une pure adrénaline, et la certitude que s'arrêter signifiait tomber de 120 mètres sur des roches déchiquetées. 10 minutes plus tard, 10 minutes qui semblèrent des heures. Arya se hissa par-dessus la crête sommitale de la formation de falaise 17B et s'effondra sur un sol solide. Elle s'accorda 30 secondes de soulagement tremblant, puis elle rampa jusqu'au bord et regarda dans la vallée en dessous. Tout le champ de bataille s'étalait sous elle comme une carte tactique prenant vie. Le défilé où les cils étaient piégés, les positions ennemies sur les crêtes environnantes, les nids de mitrailleuses, les équipes de mortiers, chaque cible clairement visible.
Arya tira son fusil vers l'avant et commença à installer sa position de tir entre deux gros rochers qui masqueraient sa silhouette. Ses mains exécutèrent de la routine familière malgré leur tremblement. Bipede déployé, carte de portée préparée, drapeau de vent observé, distances aux cibles estimées. Elle chambrait une cartouche et s'installa derrière la lunette. À travers l'optique grossissante, elle pouvait voir des combattants ennemis individuels se déplacer entre les positions, confiants dans leur supériorité tactique. Ils n'avaient aucune idée que la mort les observait d'en haut. Le doigt d'Arya toucha la détente. Sentant légèrement la résistance familière, elle prit une respiration lente, en relâcha la moitié, et commença à identifier ses cibles par ordre de priorité. Les 47 minutes suivantes détermineraient si elle serait remembered comme une héroïne ou oubliée comme un nom sur un rapport de perte. Elle murmura pour elle-même, presque trop bas pour être entendue par-dessus le vent. Fais-le compter. La cible 1 se matérialisa dans sa lunette avec une clarté cristalline. Un tireur d'élite ennemi positionné sur la crête et tirant systématiquement dans la position SEAL piégée. Il était bon, discipliné, prenant des tirs prudents. Faisant compter chaque cartouche, il avait probablement déjà blessé ou tué plusieurs SEAL. Arya calcula la géométrie. Portée 847 mètres, vent soufflant du nord-ouest à environ 15 km par heure, mais tourbillonnant de manière imprévisible dans la vallée en dessous. Température se refroidissant alors que la nuit s'approfondissait, affectant la trajectoire de la balle. Cible élevée d'environ 40 mètres au-dessus de sa position, nécessitant un ajustement d'élévation négatif, la voix de son grand-père. Le premier tir est le plus important. Il dit à tout le monde où tu es et ce que tu peux faire. Elle contrôla sa respiration, attendant l'espace entre les battements de cœur. La réticule se posa sur le tireur d'élite ennemi, center mass. Elle appuya sur la détente. Le M110 s'érua contre son épaule. Le suppresseur réduisit la signature de bouche, mais ne put l'éliminer entièrement. À travers la lunette, elle vit le tireur d'élite ennemi tressaillir en arrière et s'effondrer derrière les rochers. Une de moins. Avant que quiconque puisse réagir, Arya pivota son fusil vers la gauche. Acquérant la cible 2, un homme en équipement tactique gesticulant des commandes à un escadron de combattants, chef d'escadron. Peut-être commandant de peloton, il se tenait partiellement exposé, confiant qu'il était hors de portée effective des SEAL piégés. Portée 921 mètres, le vent avait légèrement changé. Elle ajusta sa visée, appuya sur la détente. Le commandant s'effondra comme une marionnette aux ficelles coupées. 2 de moins. Maintenant, l'ennemi savait que quelque chose avait changé. Elle pouvait voir des combattants se bousculer, regarder autour d'eux frénétiquement, essayant de déterminer d'où venaient les tirs. L'angle était mauvais pour des tirs depuis le défilé, mais il n'y avait rien au-dessus d'eux. Les falaises étaient inescaladables. Sauf qu'elle ne l'était pas, Arya déplaça légèrement sa position, se déplaçant de 3 mètres vers sa gauche pour changer son angle de tir. Les rochers qui l'abritaient créaient aussi plusieurs ports de tir. Elle pouvait tirer depuis plusieurs positions sans altérer significativement sa silhouette. Cible 3. Équipage de mitrailleuses sur la crête ouest, déversant des tirs soutenus dans la position SEAL. 2 hommes opérant l'arme, en alimentant les munitions. Le tireur était partiellement dissimulé derrière des sacs de sable, mais son torse supérieur était visible, porté 793 mètres. Tir plus facile, sans complication d'élévation. Arya plaça la réticule et tira. Le tireur s'affaissa en avant. Le chargeur de munitions attrapa l'arme. Essayant de maintenir le feu, Arya chambrait une autre cartouche et tira à nouveau. Le chargeur s'effondra sur la mitrailleuse. 4 de moins. La situation tactique changeait. Dans le défilé en dessous, elle pouvait voir les SEAL ajuster leur posture défensive, reconnaissant que la pression d'une direction avait soudainement diminué. Ils utilisaient le répit momentané pour redistribuer les munitions et repositionner les blessés. Mais l'ennemi était nombreux et bien entraîné. La confusion initiale cédait la place à une adaptation tactique. Elle vit des combattants se déplacer vers des positions couvertes, s'exposant moins, entendit des commandes criées résonner à travers la vallée. Il la cherchait. Arya sélectionna ses cibles suivantes avec une efficacité impitoyable. Pas les menaces évidentes, mais les multiplicateurs de force. Les hommes portant des radios qui coordonnaient l'assaut. Les combattants portant des RPG qui pouvaient détruire des positions défensives d'un seul tir. Les opérateurs expérimentés qu'elle pouvait identifier par leurs mouvements et leur positionnement. Les tirs 5 à 10 vinrent en succession rapide, chacun soigneusement visé malgré la vitesse. Un tireur RPG se préparant à tirer, un opérateur radio appelant leur position.
un chef d'escadron ralliant des combattants pour un assaut, un autre équipage de mitrailleuses, 2 observateurs essayant de localiser sa position, 10 cartouches tirées, 10 combattants ennemis neutralisés. Et l'équilibre tactique dans le défilé en dessous commençait à basculer. Le commandant Harrison s'accroupit derrière un boulder, changeant de chargeur sur son fusil. La pression de la crête avait inexplicablement diminué. Les tirs de mitrailleuses qui les avaient cloués au sol pendant les 20 dernières minutes s'étaient soudain arrêtés. « Qu'est-ce qui se passe? » Bonsang cria le lieutenant Chen par-dessus les tirs diminuants. Harrison n'avait pas de réponse. Il se préparait à mener une tentative désespérée de percée finale, un effort de dernier recours pour emporter quelques ennemis avec eux avant d'être submergés. Mais maintenant, quelqu'un tirait sur eux. Dites-le Sergeant Morrison, l'incrédulité évidente dans sa voix. Quelqu'un avec de sérieuses compétences depuis où Harrison demanda. Nous sommes les seules forces amies dans cette vallée. Morrison pointa vers le haut, vers les falaises. Ça doit venir de là-haut. L'angle est tout faux pour un tir au niveau du sol. Harrison leva les yeux vers la formation de falaise 17B, sa face abrupte à peine visible dans l'obscurité. C'est impossible. Personne ne pourrait escalader ça. Mais même en le disant, un autre combattant ennemi sur la crête ouest s'effondra soudain, le craquement distinct d'un tir de fusil de précision résonnant à travers la vallée. Impossible ou pas, dit Chen calmement. Quelqu'un vient de le faire. Arya avait tiré 15 cartouches quand elle les vit venir. 3 combattants se détachèrent de la force principale et commencèrent à escalader l'approche sud vers sa position. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, utilisant le couvert, avançant efficacement en bande tactique. Ce n'étaient pas des insurgés ordinaires. C'étaient des soldats entraînés qui avaient identifié sa position générale et venaient de l'éliminer. Elle avait peut-être 7 minutes avant qu'ils atteignent sa position. 7 minutes pour décider, rester et combattre, ou se repositionner et maintenir son avantage. Le calcul tactique était simple. Si elle restait, elle pourrait éliminer ces 3 menaces, mais révélerait sa position exacte à la force ennemie restante. Ils concentreraient leurs tirs sur son emplacement, et éventuellement quelqu'un aurait de la chance. Si elle se repositionnait, elle pourrait continuer à engager des cibles tout en restant cachée. Mais se déplacer signifiait s'exposer, signifiait potentiellement perdre cette position de tir parfaite. Arya jeta un coup d'œil au défilé. Les SEAL avaient utilisé la pression réduite pour améliorer leur position défensive, mais ils étaient encore cloués au sol, prenant encore des pertes. Ils avaient besoin de plus de temps. Elle déplaça son fusil, acquérant le grimpeur de tête, porté 412 mètres et se rapprochant. Il était bon, utilisant le couvert disponible. Restant Boss, minimisant l'exposition. Mais il avait commis une erreur critique. Il escaladait pendant une pleine lune et la lumière de la lune se reflétait sur les parties métalliques de son fusil. Arya plaça la réticule sur l'éclat de métal, attendit qu'il pose entre les mouvements et appuya sur la détente. Le fusil roula, le grimpeur bascula en arrière, roulant 30 mètres en bas de la pente avant de s'arrêter contre un boulder. Les 2 grimpeurs restants plongèrent immédiatement pour se couvrir. Maintenant, ils savaient qu'elle les avait vus. La chasse était devenue mutuelle. Arya attrapa son équipement et se déplaça. Elle se repositionna à 40 mètres le long de la ligne de crête, se déplaçant rapidement mais prudemment, restant en dessous de la ligne de crête pour éviter de se silhouetter contre le ciel. Elle trouva une nouvelle position entre 2 gros rochers, avec un angle légèrement différent sur la vallée. À travers sa lunette, elle vit les 2 grimpeurs restants avancer plus prudemment. Ils avaient appris. Ils ne se déplaçaient que quand les ombres offraient un couvert, utilisaient le terrain efficacement, présentaient des profils de cibles minimaux, mais ils venaient encore. Arya les ignora pour le moment et reporta son attention sur la bataille principale. L'ennemi se regroupait, se préparant pour un assaut final sur la position SEAL. Elle pouvait voir des combattants se rassembler dans un ravin, peut-être 50 hommes se consolidant pour une poussée coordonnée. Elle commença à servir des cibles. Tier Cs, un combattant portant ce qui ressemblait à un système de mortier portable. Tier Dick Sept, un autre opérateur radio. Tier Dick Sweet, un combattant installant une position de mitrailleuse lourde derrière elle, assez proche pour entendre maintenant. Vint le grattement de bottes sur la roche. Les grimpeurs s'étaient séparés, tentant d'approcher de 2 directions simultanément. Intelligent et dangereux. Arya pivota. Passant de son fusil de précision à son arme de poing en un mouvement fluide, le premier grimpeur émergea de derrière une formation rocheuse à 12 mètres, son propre fusil se levant. Elle tira 3 fois. Center mass.
Il s'effondra. Mouvement à sa gauche. Arya se jeta de côté, roulant derrière un couvert tandis que des balles ricochaient sur les rochers où elle avait été allongée. Elle se releva en position accroupie, arme de poing tendu, et engagea à travers une brèche dans les rochers 4 tirs. Le deuxième grimpeur tomba, silence, juste le vent et les tirs distants d'en dessous. Arya vérifia rapidement pour des menaces supplémentaires, n'en trouva aucune, et revint à son fusil. Elle avait été hors position pendant peut-être 90 secondes. Pendant ce temps, l'assaut ennemi sur le défilé avait commencé pour de bon. Des combattants avançaient par les ravins des deux côtés, soutenus par des tirs lourds des crêtes. Les Seals étaient submergés. Pas de temps pour une sélection prudente de cibles maintenant. Arya commença à tirer aussi vite qu'elle pouvait acquérir des cibles. Tir Dix 9. Tir 20, 21, 22. Chaque cartouche soigneusement visée mais délivrée avec une vitesse désespérée. Des combattants tombèrent. L'assaut vacilla. Des cris confus résonnèrent à travers la vallée, alors que les insurgés se trouvaient soudain à prendre des tirs de précision d'un angle impossible. L'avance s'arrêta, puis se brisa alors que les combattants plongeaient pour se couvrir. Le chargeur d'Arya s'épuisa. Elle le laissa tomber. Elle claqua un 9 et continua à tirer. Elle brûlait maintenant ses munitions, mais les Seals avaient besoin de temps. Chaque seconde qu'elle pouvait leur acheter était une seconde de plus pour que des renforts arrivent, pour que les communications soient restaurées, pour que quoi que ce soit change l'équation tactique. Tir 20 frappa un tireur RPG en train de tirer. Sa cartouche partit au hasard, impactant inoffensivement la paroi de la falaise. Tir 29 élimina un chef d'escadron, essayant de rallier ses combattants. Tir 30 abattait un spécialiste d'armes lourdes, installant une mitrailleuse, et puis enfin, elle le vit. Le commandant ennemi se tenait sur une crête surplombant le champ de bataille, entouré de plusieurs gardes du corps. Il gesticulait emphatiquement, criant des ordres, essayant de reprendre le contrôle de la situation tactique qui se détériorait. Arya estima la portée, 1470 mètres, tir long, très long dans l'obscurité avec des vents tourbillonnants et une cible élevée. Elle s'installa dans sa position de tir, forçant sa respiration à ralentir malgré l'adrénaline inondant son système. C'était le tir qui comptait. Tuer le commandant et la force ennemie pourrait se briser entièrement. Rudder, et il se rallierait pour une poussée finale accablante. Le vent souffla fort du nord-ouest. Elle attendit qu'il s'apaise. À travers la lunette, elle observa les gestes du commandant, chronométrant ses mouvements, cherchant un pattern. Il était animé, emphatique, se déplaçant constamment. Sauf là, toutes les 15 secondes environ, il posait pour écouter des rapports de ses subordonnés. Pendant ces pauses, il restait relativement immobile pendant peut-être 2 secondes. Arya attendit, contrôla sa respiration, sentit le vent sur son visage. Le commandant gesticula sèchement, puis posa pour écouter un combattant rapportant. Elle plaça la réticule haut et à droite du centre-masse, compensant pour la distance. Le vent et l'angle descendant, son doigt prit le jeu de la détente. La pause dans le mouvement du commandant dura 1 seconde. 2 secondes. Elle tira. Le temps de vol de la balle à cette portée était d'environ 3 secondes. Une éternité au combat. Temps suffisant pour que le vent change. Temps suffisant pour que la cible bouge. Temps suffisant pour que 1000 variables fassent la différence entre un coup et un raté. À travers la lunette, Arya vit le commandant tressaillir soudain en arrière. Il s'effondra. Ses gardes du corps se bousculant vers sa position, les commandes criées qui avaient résonné à travers la vallée cessèrent abruptement. Dans le calme relatif soudain, le son d'hélicoptères devint audible au loin. Les hélicoptères UH-60 Black Hawk arrivèrent bas et vite, leurs mitrailleurs de porte engageant déjà des cibles en approchant. Mais ils étaient encore à 3 minutes. 3 minutes qui pourraient aussi bien être 3 heures, vu la situation tactique. Dans le défilé, le commandant Harrison entendit les rotors et sentit la première lueur d'espoir en plus d'1 heure. Mais l'espoir ne changeait pas la réalité immédiate. L'ennemi était désorganisé, mais encore nombreux, encore entourant leur position et encore capable d'empêcher l'extraction s'ils se regroupaient. Préparez une défense mobile, ordonna Harrison. Quand ces oiseaux arriveront, nous devons les atteindre. Retrait combattant vers le point d'extraction, blessé d'abord. Tous les autres couvrent. Le tireur d'élite mystère tirait encore. Harrison pouvait entendre les craquements distants de tirs de précision, pouvait voir des combattants ennemis tomber ou se couvrir. Qui que ce soit là-haut donnait une chance. Ghost Actual. Une voix crépita soudain à travers la statique sur la radio de Harrison. Le brouillage se dissipait alors que les positions ennemies étaient éliminées.
As Reaper 61. En approche de votre position, ETA 2 minutes. Soyez avertis, nous avons des rapides en station si vous pouvez marquer des cibles. Harrison attrapa sa radio. Reaper 61. Ghost Actual. Nous sommes dans un défilé en forme de fer à cheval, prenant des tirs de 3 côtés, forces émises seulement au fond du défilé. Tout au-dessus de nous est hostile. Copier. Ghost. Commence notre course maintenant. Les Black Hawks tonnèrent au-dessus de la ligne de crête et soudain le champ de bataille se transforma. Les mitrailleuses M1240 montées sur porte ouvrirent le feu, des traçantes arquant dans les positions ennemies. Les hélicoptères ne se posèrent pas, ne pouvaient pas se poser dans l'espace confiné, mais leur présence seule changea l'équation tactique. Arya observa les hélicoptères arriver et sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Ils avaient réussi. Les SEAL allaient survivre, mais l'extraction n'était pas terminée. Elle pouvait voir des combattants ennemis se repositionner, se préparant à engager les hélicoptères. Une équipe RPG s'installait sur la crête nord avec un tir clair sur les appareils. Elle pivota son fusil vers eux, porté 673 mètres. Le tireur RPG alignait son tir, pas de temps pour une visée prudente. Arya plaça la réticule et tira. Le tireur RPG s'effondra. Son arme dégringola les rochers. Le chargeur l'attrapa et Arya tira à nouveau. Le chargeur tomba. Une autre équipe RPG apparut sur la crête est. Elle les engagea et une autre à l'ouest. Elle tirait continuellement maintenant, le canon de son fusil assez chaude pour causer des cloques si touchées, brûlant ses munitions restantes. Mais ça marchait. Les hélicoptères maintenaient leur position, leurs mitrailleurs de porte supprimant les combattants ennemis, tandis que des cordes étaient jetées aux SEAL piégés. Arya observa à travers sa lunette, alors que les blessés montaient d'abord, hissés dans les appareils par les chefs d'équipage, puis les autres se déplaçant avec une efficacité tactique même dans leur épuisement. Le commandant Harrison fut le dernier à monter. Maintenant, la sécurité jusqu'à ce que chaque membre de son équipe soit à bord. Les hélicoptères virèrent serrés, gagnant de l'altitude, leurs mitrailleurs de porte tirant encore, alors qu'ils grimpaient au-dessus de la portée effective des tirs au sol. Ils étaient dégagés, ils avaient survécu. Arya abaissa son fusil et ferma les yeux, respirant profondément pour la première fois en presque 1 heure. Ses mains tremblaient d'épuisement et de chute d'adrénaline. Ses épaules lui faisaient mal de l'escalade et d'avoir tiré plus de 40 tirs de précision en succession rapide. Les paumes de ses gants étaient déchiquetées de l'escalade de la falaise, et elle pouvait sentir du sang collant contre sa peau. Mais ça n'importait pas. 26 hommes étaient vivants qui auraient dû mourir dans ce défilé. Elle avait fait compter, maintenant venait la partie difficile, descendre. La descente prit 3 heures, se déplaçant lentement dans l'obscurité le long de la paroi traître. Quand Arya atteignit le fond de la vallée, le ciel à l'est commençait à s'éclaircir avec l'aube approchante. Elle marchait vers les coordonnées d'extraction quand le Black Hawk revint, atterrissant dans une zone dégagée à 200 mètres devant elle. Le commandant Harrison sauta avant même que les patins touchent le sol, suivi de plusieurs membres de son équipe. Ils la virent approcher, une petite figure épuisée couverte de poussière de roche et de sang, portant un fusil encore chaud de tir. Harrison avança lentement, comme s'il approchait quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait croire réel. Derrière lui, les autres SEAL regardaient avec une incrédulité égale. « Vous !» dit Harrison calmement quand il fut assez proche. Il la reconnut du briefing de la mission. « Vous êtes celle qui… » Lieutenant Arya Sullivan, monsieur, élément de reconnaissance. Sa voix était rauque de déshydratation et d'avoir crié dans le vent pendant l'escalade. Vous avez escaladé 17 baies dans le noir. Cela venait du lieutenant Chen, qui avait étudié les cartes topographiques. C'est impossible. J'ai grandi en escaladant en Alaska. Monsieur, Arya vacilla légèrement, l'épuisement la submergeant enfin. Il fallait faire quelque chose. Vous alliez tous mourir. Morrison s'avança. Son expression complexe, admiration mêlée à quelque chose comme de la honte. Il était l'un des opérateurs qui avait utilisé le surnom Ghost Girl avec un rejet décontracté. « Combien ?» demanda Harrison calmement. « Monsieur, combien d'ennemis avez-vous neutralisés ?» Arya réfléchit, comptant dans sa tête. 43 confirmés. « Monsieur, peut-être plus que je n'ai pas pu vérifier. » Silence stupéfait. 43 combattants ennemis éliminés par un seul tireur d'élite dans l'obscurité depuis une position impossible en moins d'1 heure. Nous le rapportons, dit Harrison. Chaque détail va dans mon rapport après action. Ce que vous avez fait cette nuit, il s'arrêta, semblant lutter pour les mots. Il n'y a pas de mots adéquats pour ce que vous avez fait cette nuit. Lieutenant, Arya hocha lentement la tête,
trop épuisée pour appréhender la magnitude de ce qu'elle avait accompli. Permission de m'asseoir. Monsieur, cette escalade était rude. Malgré tout, l'épuisement, le trauma du combat, le poids de ce qu'ils avaient tous survécu, plusieurs SEALs rirent réellement. La tension se brisa et soudain ils l'entouraient, l'aidant à atteindre l'hélicoptère, s'assurant qu'elle ait de l'eau et un endroit pour se reposer. Alors que le Black Hawk décollait, les emportant vers la sécurité, Harrison regarda la petite femme qui avait sauvé toute son équipe. Elle était déjà endormie, affalée contre la cloison, ses gants déchiquetés encore sur ses mains. « Ghost Girl », murmura-t-il pour lui-même. Le surnom ne sonnait plus comme une moquerie, il sonnait comme exactement ce qu'elle était. Une guerrière fantôme qui apparaissait quand on en avait le plus besoin et disparaissait dans la légende. La revue après action eut lieu dans une salle de briefing sécurisée à la base aérienne de Bagram, 3 jours plus tard. Le colonel Patricia Warren, commandante de la Task Force Griffin, s'assit en bout de table de conférence, entourée d'officiers de renseignement, de coordinateurs tactiques et de personnel adjudant senior. Le commandant Harrison termina son rapport verbal. La version écrite faisait 47 pages, mais le résumé verbal ne prit que 20 minutes. Quand il finit, la pièce fut silencieuse. « Laissez-moi m'assurer que je comprends », dit lentement le colonel Warren. Le lieutenant Sullivan a directement désobéi aux ordres de rester en position, a conduit un mouvement solo non autorisé, a escaladé une formation de falaise classée comme non traversable et a engagé seul une force ennemie numériquement supérieure. « Oui, madame », dit Harrison, et en faisant cela, elle a sauvé la vie de chaque membre de mon équipe. Sans son intervention, aucun de nous ne serait assis dans cette pièce. Warren se tourna vers l'officier de renseignement. Capitaine Rodriguez, votre évaluation de la force ennemie, basée sur l'équipement récupéré et les données de surveillance. Madame, nous estimons entre 230 et 250 combattants insurgés impliqués dans l'embuscade. Ils l'avaient planifié pendant des semaines. Brouilleurs de communication militaire prépositionnés, caches de munitions, plans de feu coordonnés. C'était une opération sophistiquée conçue pour anéantir une équipe SEAL et créer une victoire de propagande. Et l'impact du lieutenant Sullivan sur cette force. 43 pertes ennemies confirmées directement attribuables à son engagement. Madame, mais l'impact tactique allait bien au-delà d'un simple décompte de corps. Elle a éliminé leurs tireurs d'élite, plusieurs chefs d'escadron, leurs coordinateurs de communication. Et finalement, leur commandant global, la force s'est effondrée en tant qu'unité de combat cohérente. Notre évaluation est que son intervention a été le facteur décisif de la bataille. Warren s'adossa à sa chaise, étudiant le plafond pendant un long moment. Puis elle regarda directement Harrison. « Commandant, votre recommandation concernant les actions du lieutenant Sullivan. » Commandation pour vaillance. Madame, étoile d'argent au minimum. Ce qu'elle a fait allait si loin au-delà de l'appel du devoir que je ne suis pas sûre que nous ayons des décorations adéquates pour le reconnaître correctement. Malgré le fait qu'elle ait violé des ordres directs, Harrison n'hésita pas. Avec respect, Madame, nous donnons à nos gens une formation extensive et leur faisons confiance pour prendre des décisions tactiques sur le terrain. Le lieutenant Sullivan a évalué la situation, reconnu que le protocole standard entraînerait des pertes catastrophiques et a agi pour empêcher cela. C'est exactement ce que nous entraînons notre personnel des opérations spéciales à faire. Warren hoqua lentement la tête. Capitaine Howard, vous étiez le coordinateur tactique. Vous avez ordonné au lieutenant Sullivan de maintenir sa position et avez rejeté ses préoccupations tactiques. Votre évaluation maintenant? Le visage du capitaine Howard était tendu par une émotion supprimée. J'ai commis une erreur de jugement. Madame, le lieutenant Sullivan a identifié des positionnements ennemis que notre renseignement avait manqués. Ces avertissements étaient imprécis et j'aurais dû les écouter. Cette erreur a presque coûté 26 vies. Quelle est votre recommandation concernant le lieutenant Sullivan? Commendation complète, Madame, et une assignation à des rôles de tireur d'élite principal. Pas de reconnaissance. Nous avons gaspillé ses capacités. Warren regarda autour de la pièce. Quelqu'un est en désaccord. Silence. Très bien. Je transmettrai le paquet de commandations à la division. En attendant, elle appuya sur un bouton de l'intercom. Envoyez le lieutenant Sullivan. Arya entra dans la salle de briefing portant un uniforme frais, ses mains encore bandées de l'escalade. Elle se mit au garde-à-vous. « Repos, Lieutenant », dit Warren. « Asseyez-vous. Nous devons discuter de votre avenir dans cette task force. » Arya s'assit, son expression soigneusement neutre. Elle s'attendait à une action disciplinaire pour avoir violé des ordres. « Laissez-moi être clair », continua Warren.
Ce que vous avez fait était tactiquement brillant, personnellement courageux et complètement non autorisé. Selon chaque règlement du livre, je devrais vous rédiger pour action disciplinaire. Oui, madame. Cependant, les règlements existent pour servir la mission, pas l'inverse. Votre action a sauvé 26 vies et détruit une opération ennemie sophistiquée. Le commandant Harrison et chaque membre de son équipe sont vivants grâce à votre initiative. Warren glissa un dossier à travers la table. Voici votre nouvelle assignation. Tirure d'élite principale, équipe d'action directe, plus de postes de reconnaissance isolés. Vous avez démontré des capacités dont cette task force a besoin en opération de première ligne. Arya ouvrit le dossier, scanna les ordres d'assignation et leva les yeux avec surprise. Madame, c'est une position de niveau 1. Oui, et vous l'avez gagnée. La question est de savoir si vous la voulez. Ces assignations sont volontaires. Haut risque, haut tempo opérationnel. Si vous préférez, j'accepte. Madame, Warren sourit légèrement. Je pensais que vous pourriez... Rompez, Lieutenant, votre nouveau chef d'équipe vous contactera demain. Arya s'éleva, se mit au garde à vous et se tourna pour partir. Alors qu'elle atteignait la porte, Harrison parla. Sullivan, elle se tourna. Merci. Dites simplement Harrison. Derrière lui, plusieurs autres SEAL qui avaient fait partie de son équipe hochèrent la tête en accord. L'expression d'Arya se fissura enfin légèrement. Juste en faisant mon travail, monsieur. Non, dit Harrison calmement. Ce que vous avez fait allait bien au-delà de toute description de poste. Vous nous avez rendu nos vies, nous ne l'oublierons pas. Alors qu'Arya quittait la salle de briefing, le colonel Warren se tourna vers son personnel assemblé. Assurez-vous que cela soit correctement documenté. Nous avons besoin de cet engagement dans nos curricula de formation tactique et je veux que l'approche d'escalade du lieutenant Sullivan soit analysée et incorporée dans nos protocoles de guerre en montagne. Déjà en cours, madame, confirma l'officier des opérations. Warren hoqua la tête. Bien. Une chose de plus, je veux que ce soit très clair à travers cette task force que la capacité opérationnelle n'a rien à voir avec la taille physique, le genre ou le volume de personnalité. Nous jugeons les gens sur la performance. Le lieutenant Sullivan vient de fixer un standard très élevé pour la performance. J'attends que tout le monde en prenne note. Les nouvelles voyageaient à travers les communautés militaires comme le feu à travers l'herbe sèche. Rapidement et avec une intensité croissante, dans une semaine, chaque unité d'opération spéciale en Afghanistan connaissait les grandes lignes de ce qui s'était passé dans la vallée de Kunar. Les détails spécifiques restaient classifiés, mais l'essence de l'histoire se répandit. Un seul tireur d'élite opérant seul depuis une position impossible avait sauvé une équipe SEAL entière de l'annihilation. Le surnom Ghost Girl prit un sens entièrement nouveau. Ce qui avait été une moquerie devint une mythologie. Sullivan devint le fantôme. Une guerrière fantôme qui apparaissait quand on en avait le plus besoin. Pour Arya elle-même, l'après-coup fut compliqué. Elle reçut l'étoile d'argent lors d'une cérémonie à laquelle assistèrent des officiers seniors de 3 commandements d'opérations spéciales différents. La citation était nécessairement vague sur les détails opérationnels, mais claire sur le résultat. Héroïsme extraordinaire au combat contre des forces ennemies numériquement supérieures. Son grand-père ne pouvait pas assister. L'accès civil aux bases opérationnelles avancées était évidemment restreint, mais elle lui parla via téléphone satellite la nuit après la cérémonie. « Tu as escaladé une falaise au combat !» dit William Sullivan, sa voix amusée malgré la gravité de la situation. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? » « Quoi? »« Grand-père. Ça signifie que je t'ai bien entraîné. Ça signifie que tu t'es rappelé ce qui compte. Pas la reconnaissance, pas la gloire. Juste faire ce qui doit être fait quand il faut le faire. J'ai eu peur tout le temps. Admit Arya, je pensais que j'allais tomber. Avoir peur, c'est bien. Avoir peur et le faire quand même. C'est ce qu'est vraiment le courage. Je suis fière de toi, petite. Après l'appel, Arya s'assit seule sur le toit de ses quartiers. Regardant le paysage afghan, la reconnaissance était gratifiante. Mais ce qui comptait le plus, c'était que 26 hommes étaient rentrés chez leur famille, au lieu de rentrer dans des cercueils drapés de drapeaux. Sa nouvelle assignation la plaça dans une équipe d'action directe, conduisant des missions à haut risque à travers l'est de l'Afghanistan. Les opérateurs avec qui elle travaillait maintenant
la traitaient avec un respect absent de ses assignations précédentes. Ils avaient lu les rapports après action. Ils savaient ce qu'elle pouvait faire. La première mission avec sa nouvelle équipe fut un raid sur un compound soupçonné d'abriter un cache d'armes. Arya était positionnée en surveillance, fournissant la sécurité pour l'élément d'assaut. Alors que l'équipe se préparait à percer, la voix du chef d'équipe vint à travers son oreillette. « Ghost, vous avez des yeux sur des affirmatifs », répondit Arya, scannant les secteurs à travers sa lunette. Tout clair sur les vecteurs d'approche. Copier, exécuter sur votre marque. C'était une petite chose, lui donner l'autorité d'appeler le timing de l'assaut basé sur sa perspective de tireur d'élite. Mais cela représentait un changement fondamental. On lui faisait confiance. On la valorisait. Elle faisait partie intégrante de l'équipe. La mission se déroula parfaitement. Pas de perte. Objectives attained. Et après, alors que l'équipe se rassemblait pour le débriefing, le chef d'équipe, un maître-chef grisonnant nommé Derek Nash, prit Arya à part. Bon travail ce soir. Ghost, vos appels sur les positions ennemies étaient impeccables. Merci, maître-chef. J'ai lu votre dossier, Valet de Cunard. C'était du John Wayne. Il pausa. Mais voici la chose. Je me fiche de la légende ou de la réputation. Je me soucie de savoir si mes gens peuvent faire le job. Vous avez prouvé que vous pouviez. Maintenant, prouvez que vous pouvez le faire constamment. C'est ce qui fait la différence entre un tir chanceux et un vrai opérateur. Arya hocha la tête. Compris, maître-chef. Bien, vous êtes dans la rotation pour les 3 prochaines opérations. Reposez-vous un peu. Au cours des mois suivants, Arya se déploya sur 17 opérations de combat. Toutes n'étaient pas dramatiques. La plupart étaient un travail militaire méthodique et professionnel, établissement de positions de surveillance, fourniture de sécurité, occasionnellement engagement de forces ennemies à longue portée. Mais le mot se répandit. D'autres unités la demandaient par nom pour des opérations nécessitant un soutien de tireurs d'élite de précision. Sa réputation n'était plus bâtie sur une seule action dramatique. Elle était bâtie sur une excellence professionnelle constante. 14 mois après la vallée de Cunard, Arya se retrouva de retour à la base opérationnelle avancée. Chapman, pour un bref reset entre déploiements, elle était assise dans la salle de Cho, mangeant seule comme à son habitude, quand le commandant Harrison s'assit en face d'elle. Il était prévu de rentrer chez lui dans 1 semaine. Ça vous dérange si je me joins à vous? Lieutenant? Bien sûr que non, monsieur. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes. Puis Harrison parla. J'ai voulu vous demander quelque chose. Arya considéra la question. Honnêtement, monsieur, je pensais que suivre les ordres signifiait regarder 26 personnes mourir. Et je ne pouvais pas faire ça. N'aviez-vous pas peur? Terrifié, chaque mètre de cette escalade, je pensais que j'allais tomber. Et pendant les tirs, j'étais sûre que quelqu'un me repérerait et mettrait une roquette dans ma position. Elle sourit légèrement. Avoir peur ne compte pas vraiment. Cependant, ce qui compte, c'est si vous laissez la peur vous arrêter. Harrison hocha lentement la tête. Vous savez quelle est la partie la plus dure du commandement. C'est faire confiance à vos gens pour prendre la bonne décision quand vous ne pouvez pas leur dire quoi faire. Cette nuit-là, vous avez pris une décision que je n'aurais pas pu vous ordonner. Bon sang, je vous aurais probablement ordonné de ne pas le faire si j'avais su ce que vous planifiez. Vous auriez eu raison, monsieur. C'était un plan terrible avec des chances affreuses, mais c'était le seul plan qui avait une chance de marcher. Harrison poussa son plateau de côté. Je vous propose pour une promotion. Barres de capitaine. Vous les avez gagnés 10 fois. Monsieur, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas à propos de ce dont vous avez besoin. C'est à propos de reconnaître correctement la capacité et le leadership. Vous êtes l'un des meilleurs penseurs tactiques avec qui j'ai jamais travaillé. Ça devrait venir avec un grade et des responsabilités appropriées. Après que Harrison fut parti, Arya termina son repas et sortit dans l'air frais du soir. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel en nuances d'orange et de rouge. Elle pensa au voyage qui l'avait amenée ici, les années à être rejetée et sous-estimée, la formation qui avait parfois semblé inutile, la persistance calme face au manque de respect décontracté. Tout cela avait mené à une nuit dans la vallée de Cunard, une nuit où être sous-estimé devint un avantage, où être trop calme signifiait se déplacer sans être détecté. Où grandir en Alaska fit la différence entre impossible et simplement terrifiant. Ce radio crepita. Ghost, ici Opération. Nous avons besoin de vous pour un briefing. Mission Possible on Preparation. Besoin de votre évaluation sur les routes d'approche. Copier, Operations, en route.
Arya se dirigea vers le centre des opérations, ses bottes crissant sur le gravier. Au-dessus d'elle, les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel s'assombrissant. Quelque part en Alaska, son grand-père était probablement assis sur sa véranda, regardant ces mêmes étoiles, satisfait que les leçons qu'il avait enseignées à sa petite fille aient pris racine et grandi en quelque chose de remarquable. Elle pensa aux mots qu'il avait répétés si souvent. « Fais-le compter ». Elle avait fait compter dans la vallée de Kunar. Le surnom Ghost ne ressemblait plus à une insulte. Il ressemblait exactement à ce qu'elle était destinée à être. Une guerrière qui se déplaçait à travers les ombres, qui apparaissait quand on en avait besoin, qui faisait le travail impossible qui gardait les autres en vie. Alors qu'elle entrait dans le centre des opérations, prête pour quelle que soit la mission suivante, Arya Sullivan s'autorisa un petit sourire. Parfois, les voix les plus calmes portent le plus loin. Parfois, les guerriers les plus petits projettent les ombres les plus longues. Et parfois, la personne que tout le monde sous-estimait s'avérait être exactement l'héroïne que le moment requérait. Maybe like another 5 blocks this way, I reckon. Yeah, that would do it. Just to be safe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alright. In and around this area. This is the go. All for a goddamn advance. It's fine. So the plan is we're getting all advancements. I want to snipe things. I have my bow, I have arrows. I am excited to use these resources. The plan is really quite as vague as you're making it out to be. That energy is about my plan level. Okay, my thought is I've now lit up these bits, but then I'm going to block up this bit, so it's going to be dark in here, right? You following? Picking up on what I'm putting down? So they won't spawn out here, but they will spawn in the corridor. And I will kill them from the corridor. And I will create a barrier. Create a barrier so that they can't move. Getting into some pretty technical stuff here. Make a barrier. I just really want to make sure that this is 50 blocks. Because if not, I might say some drastic things. I'm gonna get crazy, is what you need to know. Alright. Oh, look. So dark. So dark. See, so they're gonna... How many blocks do they need to be able to spawn happily? Is that a good hutch? I feel like that's a good hutch. Okay. I know what you're thinking, Red. Do you realize how much space is before the barrier that they could potentially spawn in? Shut up. Literally my only other option is giving a skeleton my cool leather pants. And making them exist forever.
So I don't know what you want from me. We ran the numbers. Every possible permeation. Words. We did them. We figured it out, and this is how we're doing it. I wish I was clever enough to make a vending machine. I have a spade. This is the kind of level we're working at. Alright, world is saving. Jolly good. Oh, look how dark it is. Oh, dudes are gonna be spawning in here. Any second now. That's pretty dim. So they're going to be spawning down there, and then I am going to be here. I'm going to be the Chad sniping them. In case you missed that one. Pow, 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 pow.